L'échec, c'est notre ami. C'est pas négatif, mais on vit dans une société où c'est vécu comme quelque chose de négatif. Alors que si on se trompe, on tombe, c'est pas grave, on se relève. C'est un apprentissage, comme les enfants quand ils apprennent à marcher. Et je pense que c'était la peur de l'échec, mais aussi la peur de réussir. Parce qu'on se cache toujours derrière des croyances, derrière des choses, et puis on va forcément trouver des autosabotages pour pas avancer. C'est comme tout, après, c'est bon, bah, on y va, on se fait confiance, et puis on verra bien ce qui se passe. Et en fait, au fur et à mesure, bah, on acquiert plus l'habitude. Et oui, c'est pas... On se dit, oui, c'était facile. Non, en fait, non, c'est toute la préparation d'avant. C'est comme l'iceberg, non? Il y a tout ce qui est en dessous, on ne le voit pas. Après, on l'a fait, c'est bien, mais on continue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crisis, le podcast de la résilience et du dépassement de soi qui va à la rencontre d'hommes et de femmes au profil inspirant. Souvent connoté négativement, le mot crise trouve son origine du grec crisis qui étymologiquement possède les 4 sens principaux: distinguer, choisir, séparer et décider. Je suis Clément Soki, entrepreneur et créateur de contenu. En 2023, j'ai réalisé une première expédition sportive de 1200 km à vélo où j'ai traversé les déserts espagnols, dont le plus grand d'Europe. Avec ce projet, j'ai pris conscience qu'un simple échange peut entraîner d'énormes changements. À chaque épisode, découvre les parcours exceptionnels et les enseignements à travers les réussites, mais aussi leurs remises en question et leurs échecs de ces invités qui ont choisi de sortir des sentiers battus pour se sentir vivants et vivre une vie différente en accord avec leurs passions et leurs rêves. Ces récits sont une source d'inspiration pour te rappeler qu'il est possible de suivre ses rêves et de mener la vie que tu désires. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Anne-Vinciane Doucet. Après avoir passé 22 ans en Espagne, elle a récemment décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat pour accompagner les personnes à reprendre confiance en soi et leur vie en main. Bonjour Anne-Vinciane, comment tu vas? Bonjour Clément, ça va. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, pourquoi les jours précédents, c'était pas le top? Ça dépend le stress, les choses à faire. Et aujourd'hui, bah, il y a du soleil. Donc On allait tourner ce podcast, du coup, et il y a de la motivation. je vois donc le soleil influe beaucoup sur ton humeur. Après, quand on a passé plusieurs années en Espagne, je pense que revenir dans le Grand Est, c'est pas non plus la chose la plus simple à faire avec la météo. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que même s'il y a le soleil en Espagne, au sud, il faisait quand même très, très chaud. Ouais. Et ça fait aussi du bien de remonter à ses racines. Je comprends, parce que du coup, tu es originaire du Grand Est et des Vosges à la base. De Nancy. Ok, De Nancy à la base, ouais. de Nancy, et t'es resté longtemps sur Nancy avant de partir en Espagne ou... J'avais 21 ans. Je suis partie à 21 ans. Ok. Bah, du coup, pour continuer un peu cet échange, je vais te laisser pour commencer, et ceux qui nous écoutent pour qu'ils apprennent à te connaître un peu plus. Si tu veux bien te présenter en nous expliquant d'où tu viens, donc on a compris de Nancy, mais ensuite ton parcours scolaire et ce que tu fais et ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Oui, donc du coup, 21 ans, j'avais fait l'IUT métier du livre. Donc normalement, c'est 2 ans et on travaille, mais non, j'avais pas envie. J'ai refait un DUT en technique de commercialisation. De là, je me suis dit, non, il faut que je sois bilingue. Donc je vais partir en Erasmus. Obligée. Et donc je voulais devenir bilingue espagnol. Et j'avais le choix entre Madrid et Grenade. Grenade, il y a l'Alhambra. Bon, on part au sud. Donc ça allait être 1 an, puis finalement ça m'a plu, je suis restée, j'ai terminé mes études en documentation à Grenade jusqu'au bout, parce que je suis docteur en documentation. Donc j'ai pu aussi donner des cours en université, voir aussi leur façon à eux d'enseigner. Et je me suis présentée ensuite pour être bibliothécaire à l'université. Poste que je suis restée bibliothécaire jusqu'à août 2022 quand je suis revenue en France. Voilà globalement au niveau professionnel. Mais entre-temps, forcément, la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des rencontres, il y a des séparations qui peuvent être difficiles, très difficiles. Et il y a un moment où, comme tu parlais dans l'introduction de crise, forcément, crise existentielle, perte de sens, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis au plus bas, j'ai peur tout le temps, dû à une situation personnelle difficile. Et en fait, j'ai lu le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux, et ça a été comme un déclic. J'ai découvert le développement personnel par ce livre, et en fait, je me suis formée à la méditation, au Reiki, développement personnel, énéagramme, etc. Et c'est devenu une passion. Et ça m'a bien, bien aidée à remonter la pente et reprendre confiance. Et donc, pour des raisons familiales, je suis rentrée en France, et me voilà à Saint-Dié-des-Vosges.
D'accord, justement, j'allais demander à partir de quel moment tu as décidé de revenir en France, si c'était avant ou après avoir commencé à reprendre ta vie en main avec... Non, c'était après, ça a été une dizaine d'années après, ça me trottait dans la tête. Mais bon, des fois, il faut le moment pour pouvoir franchir le pas. Donc je suis revenue et j'avais commencé à chercher du travail dans le salariat. Mais en fait, au fond de moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je ne trouvais rien. Et je me suis dit, mais en fait, si ce que je veux, c'est accompagner les personnes à reprendre confiance, reprendre leur vie en main, souffler, avancer. Donc pourquoi pas se lancer et monter sa propre entreprise si, en fait, dans ma tête, c'était clair. Je vois. Et du coup, l'action de se lancer, bon, j'ai cru comprendre que déjà l'action de revenir en France a été difficile et a pris plusieurs années. Comme on dit à chaque fois, c'est juste se lancer qui est le plus dur. Est-ce que l'action justement de monter sa société, enfin son projet entrepreneurial, ça a été facile ou ça a été un chemin un peu... Sinueux. Non, ça a été plutôt, enfin, pas long, mais ça n'a pas été aussi simple que ce que je pensais, en fait. Ce que j'avais dans ma tête, ce que je voulais, mais après, faut quand même tout préparer, le projet, le prévisionnel, enfin, toutes ces petites choses qui vont avec. Quelle structure choisir? Donc, j'avais commencé avec Pôle emploi. J'avais fait c'était des ateliers. Donc, ça donne une idée globale. Il y avait aussi un comptable qui était venu pour nous expliquer que si BIC, BNC, micro, enfin, ça faisait beaucoup de mots, beaucoup de concepts. Au secours, j'ai besoin d'aide. Et finalement, je pense que je me suis fait accompagner par Créa Fabula. Et c'est ça qui m'a permis aussi de franchir le pas. Parce qu'il y avait cette envie, mais la peur aussi. Parce qu'il y a la peur d'échouer. Mais en fait, l'échec, c'est notre ami. C'est pas négatif, mais on vit dans une société où c'est vécu comme quelque chose de négatif. Alors que si on se trompe, on tombe, c'est pas grave, on se relève. C'est un apprentissage, comme les enfants quand ils apprennent à marcher. Ils tombent, ils sont pas en train de se mettre des baffes tout seuls en se disant mais je suis tombé, j'aurais dû mieux le faire. Non, ils se relèvent et ils continuent. Et je pense que c'était la peur de l'échec, mais aussi la peur de réussir. Parce qu'on se cache toujours derrière des croyances, derrière des choses, et puis on va forcément trouver des autosabotages pour pas avancer. Donc, je suis en train de partir un peu dans tous les sens, mais bon, Non, l'idée, c'était ça. C'était je sais ce que je veux, il faut se lancer quand c'est le moment, et avoir quelqu'un qui t'accompagne pour savoir quand et dans les meilleures conditions, et lâcher prise du résultat. Donc, du coup, ça aide. Et en fait, si je peux, une fois que c'est immatriculé, on se rend compte que, ah bah oui, en fait, c'est juste une immatriculation. En fait, rien n'est fait. Il y a tout qui est encore à faire. Mais c'est ce pas-là, c'est franchir le cap qui est difficile. Et après, on se dit, ah bah ça y est, c'est fait. Dans notre tête, ça change tout, mais en fait, réellement, au quotidien, pas tellement. Mais si, quand même. Alors justement, tu as dit beaucoup de choses qui Oui. sont hyper intéressantes et sur lesquelles je voulais rebondir. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, Créa Fabula, c'est une structure qui a été créée par Christine Urbès et vous pourrez retrouver le premier épisode de ce podcast avec cette personne justement pour entrer un peu plus en détail. Et justement, il y a une phrase que tu viens de dire et qu'elle a dit aussi qui était que créer une entreprise, c'est pas simplement avoir un numéro de siret parce que ça, tout le monde peut le faire et c'est pas l'étape la plus dure. L'étape la plus dure, c'est ce qui vient après justement. Et justement, qu'est-ce qui vient après et où est-ce que toi, tu en es maintenant sur ton parcours entrepreneurial? Après vient toute la partie communication et se faire connaître. Avec le handicap, non, mais c'est vrai que j'arrive, c'est comme une page blanche. Comme je n'étais pas sur Saint-Dié, j'aurais déjà vécu, j'aurais peut-être connu un peu plus de monde. Donc en fait, tout était à faire. Me faire connaître physiquement et aussi par les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est apprendre plein de choses, c'est plein de compétences d'un coup. Pas seulement la gestion, ni la comptabilité, ni la planification du temps. Parce que jusqu'à présent, j'arrivais à gérer mon temps parfaitement, mais depuis que je suis auto-entrepreneur, je sais pas, le temps passe plus vite ou je vois moins bien comment gérer. Parce qu'en fait, c'est nouveau, tout est nouveau. Et puis le temps de se mettre en route, en fait, de prendre ses marques et d'avancer avec ses nouvelles compétences. Mais dans mon domaine, ce que je vois, ce qui est très important, c'est justement la communication, se montrer, se faire voir, se faire connaître. En fait, on est là. Et justement, ce que tu disais, ces compétences, c'est pour faire le lien avec ce que tu as dit juste avant, où à chaque fois on a l'impression que c'est un pas énorme qui est difficile à surmonter. Et une fois qu'on l'a fait et qu'on regarde derrière, on se dit, au final, c'était pas si compliqué que ça, fallait juste le faire. Et comment toi, tu as réussi à passer à l'action et justement à te dire,
déjà pour la première partie de l'immatriculation, mais aussi maintenant avec ce que tu me disais, les problématiques que tu rencontres sur connaître et se faire connaître. Comment est-ce que tu passes à l'action et que tu te renseignes justement là-dessus pour avancer? Donc déjà, le passage à l'action, on va dire, au niveau des réseaux sociaux, il y avait par exemple les vidéos, parce que c'est sûr que on peut écrire des posts écrits, mais c'est pas pareil que si on voit notre tête, notre façon de bouger, de parler. Donc, il fallait dépasser cette peur de la caméra et de s'enregistrer. Et c'est comme tout, après, c'est bon, bah, on y va, on se fait confiance, et puis on verra bien ce qui se passe. Et en fait, au fur et à mesure, bah, on acquiert plus l'habitude. Et oui, c'est pas. On se dit, oui, c'était facile. Non, en fait, non, c'est toute la préparation d'avant. C'est comme l'iceberg, non? Il y a tout ce qui est en dessous, on ne le voit pas. Après, on l'a fait, c'est bien, mais on continue. Mais en fait, c'est se bouger soi. Faut pas rester coincé. Non, les petits pas. Ou alors, on voit la montagne à faire, donc on va penser à la méthode des petits pas. Non, qu'est-ce que je peux faire pour arriver de l'autre côté de la table, mais en partant de là, avec un petit pas. Et à chaque petit pas, bravo, c'est bien, continue. Ou alors, demander conseil aussi, ou à Créafabula, ou à d'autres collègues entrepreneurs qui sont dans le même domaine, par exemple. Après, j'interviens à Terre de Merveille, qui est une boutique autour du féminin, qui organise aussi des ateliers. Donc là, on est plusieurs intervenantes. Je suis également adhérente à Femmes de Territoire, qui est un réseau de femmes entrepreneurs. Donc là, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont là pour nous soutenir, nous aider. Pendant les réunions de Femmes de Territoire, on fait toujours un tour de table, la météo du jour, et il y aura forcément du soutien ou des idées sur comment avancer si on a un blocage par rapport à une démarche à faire ou une compétence à acquérir. Voilà. En parlant de blocage, justement, je voulais revenir un peu sur un mot qu'elle t'a dit et que je trouve intéressant justement en général quand on veut se lancer, peu importe le projet, que ce soit sportif, entrepreneurial, personnel, la peur. Tu as dit on a la peur, on a déjà peur au sens littéral, mais aussi la peur de réussir. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont aussi la peur du regard des autres, de se lancer en se disant justement ce dont tu parlais avec la vidéo, ou qu'est-ce que les gens vont penser de ma vidéo, ou qui sera mal montée et mal tournée, alors que c'est une première étape à tout, comme à chaque fois. Comment est-ce que, déjà, toi, tu utilises cette peur? Enfin, est-ce que maintenant, c'est devenu un outil pour toi, pour te guider, ou est-ce que, justement, c'est toujours une sorte de choses à dompter pour réussir à avancer dans ton parcours? Non, je pense que maintenant, c'est plus... je l'écoute, mais je la laisse pas me dominer. Parce qu'en fait, la peur est réellement... Cette émotion est là pour nous prévenir d'un danger. Donc, elle a toute sa place, sauf que dans nos sociétés, elle est là tout le temps, partout. Et il n'y a pas forcément un lion en face qui va nous manger. Donc, si on arrive à la dominer, on respire. Enfin, moi, ce que je fais, c'est... OK, bon, là, j'ai peur, mais j'ai peur de quoi? J'essaye d'analyser un peu, non? Je ressens où j'ai peur dans mon corps. Je respire et je me dis, faut y aller parce que je ne vais pas me laisser dominer. Enfin, je sais pas, je trouve mes petites phrases et puis j'essaye. Et puis, parce qu'en fait, je sais qu'il faut que je le fasse. Même si j'ai peur, je peux procrastiner 2-3 jours, mais il va falloir le faire, donc autant le faire maintenant. Parce que comme ça, j'ai envie de dire, c'est fait. On essaye de dépasser cette peur, on n'est pas 3 jours à ressasser, parce que du coup, la peur prend encore plus d'ampleur et on n'avance plus. Ouais. En parlant de procrastination, justement, j'ai fait une vidéo récemment sur le sujet, donc j'ai fait un peu de recherche. Et justement, il y a quelque chose que je trouve intéressant avec ça à mettre en lumière, c'est l'effet de cercle vicieux qu'il y a avec ça, dans le sens où on a peur de quelque chose, donc on procrastine pour le faire, on le repousse au lendemain. Et le lendemain, cette peur, elle a grossi, donc on procrastine pour éviter cette peur, et ainsi de suite, on continue. Et justement, je pense que c'est une force de réussir à définir cette peur, pas se laisser submerger par elle, et l'utiliser comme un chemin, entre guillemets, à suivre pour avancer sur son projet. Et comment, toi, tu arrives à mettre des actions ou des outils pour dire, là, c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de faire, qui est obligatoire pour mon projet, ou ma vie perso, peu importe. Et comment tu arrives à passer de l'étape de je vais procrastiner pour l'éviter et la repousser au lendemain à je vais la faire parce que c'est obligatoire? Comment je fais? Après avoir réfléchi maintes et maintes fois, tourné en rond avec cette peur, il y a un moment donné, je me dis, c'est comme un gros soupir, allez, on y va. Et je me dis, j'essaye de y aller, mais sans réfléchir. Du coup, j'essaie de taire mon mental, parce que sinon, le mental va rétroalimenter aussi la peur. Il y
pas que dans le temps. Et je me dis, allez, on y va. Parce qu'en fait, j'en ai marre de sentir cette peur tous les jours parce que je n'ose pas y aller. En fait, c'est plus une décision de y aller. Je vois, c'est hyper intéressant, c'est pour ça que je pose la question, parce qu'il y a autant de personnes différentes que il y a de personnes justement, et chacun a ses méthodes. Moi je sais qu'il y a un truc qui m'aide beaucoup, qui est lié au manuel d'Épictète, où dedans il y a une citation, je l'ai plus mot pour mot, mais où il dit que ça sert à rien de repousser quelque chose au lendemain, parce que si on le repousse au lendemain, c'est échouer aujourd'hui, Mm. et si on échoue aujourd'hui, on a 10 fois plus de chances de rééchouer demain, et donc de le repousser encore au lendemain. Et lui, il prend des exemples simples, mais ça peut être pourquoi vouloir bien manger, enfin pourquoi repousser le fait de bien manger au lendemain et faire un McDo aujourd'hui, alors que si je fais déjà un McDo aujourd'hui, j'ai déjà échoué à la première étape et demain il y a de fortes chances que ça continue. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser à l'échec. Il y a comme deux sortes d'échecs, non? Il y a l'échec de ne rien faire, donc c'est ce que tu dis, on a échoué de ne pas le faire. Mais en fait, ce qui est mieux, c'est d'échouer, entre guillemets, et encore, faudrait voir ce qu'on appelle échouer. Parce que du coup, si on échoue, on tombe, on peut se relever, voir ce qui ne va pas, corriger et avancer. Donc quelque part, je me dis, autant essayer. De toute façon, je sortirai plus grande parce que j'aurai appris quelque chose que de rester coincé dans cette boucle d'échecs non réalisés, en fait. C'est une question que je voulais te poser justement avec le fait que tu as passé plusieurs années en Espagne, où j'ai l'impression qu'en France, l'échec, il est vraiment diabolisé dans le sens où c'est une erreur de parcours et ça nous plombe pour continuer à avancer. Là où quand on regarde plus aux États-Unis, ils ont une vision totalement différente avec le fameux dicton qui est soit j'apprends, soit je gagne, mais l'échec, c'est pas le faire, justement. Est-ce que d'avoir passé autant d'années en Espagne, justement, tu t'es rendu compte qu'eux, ils ont une culture et une vision aussi différente de la France par rapport à l'échec ou le succès et l'entrepreneuriat peut-être aussi? Plus au niveau de l'entrepreneuriat, parce que c'est pas du tout les mêmes... c'est pas la même structure, c'est pas... Ça n'a rien à voir. Quand j'expliquais à des amis de là-bas que je devais faire un projet, rédiger, ils m'ont regardé, ils me regardaient avec des yeux. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, tu t'inscris puis t'y vas. Ils sont plus dans l'action. Enfin, c'est pas qu'ils réfléchissent moins, mais j'ai l'impression qu'en France, on est plus carré, en fait. On fait tout rentrer dans des cases. Ça peut être bien, mais ça peut être parfois un frein. Et en Espagne, l'impression, c'est qu'en fait, ils essayent. Ça passe, ça passe pas. Bon, c'est pas grave. On trouvera trouvera dans une quelle autre solution. boîte on peut le mettre plus tard, une fois qu'on aura fait le cube, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, d'avoir passé autant d'années en Espagne, justement, je pense il y a déjà eu un choc un peu des cultures, justement, ouais. quand tu es revenu. Mais qu'est-ce que t'en as tiré ou qu'est-ce que tu as appris de ce passage, qui est un très long passage en Espagne, dans ta vie personnelle et professionnelle aussi par rapport à ça? Dans ma vie personnelle, j'ai le choc culturel en arrivant. Du coup, on est quand même étranger, même si on est en Europe. Se sentir différent. Ma fille aînée, je lui parlais en français, mais le regard justement des Espagnols qui te regardent, une étrangère, pourquoi elle parle français, pourquoi elle parle pas espagnol, non? Donc en fait, c'est un peu un apprentissage de, je vais pas dire d'empathie, mais c'est de la peur qu'ils avaient. Après, il fallait bien... Enfin, après, j'étais intégrée, mais... Et puis après, je suis passée outre ce regard, en fait. Donc, ça a été du recul par rapport à ta propre culture, un recul aussi par rapport à l'humilité, parce qu'on arrive... peu importe que ce soit d'un pays à l'autre, ou même, j'ai envie de dire, d'une ville à l'autre, ou d'une région à l'autre, parce qu'on est quand même tous différents. Et on arrive avec nos habitudes et on pense que tout le monde fait pareil. Ça peut être même d'une famille à l'autre. Et en fait, non. Donc, l'autre n'a pas tort non plus. Moi, j'ai pas tort non plus, mais en fait, chacun a raison de son point de vue. Donc, ça a permis, en fait, d'ouvrir l'esprit, j'ai envie de dire. Voir d'autres façons de faire. Ils étaient, surtout dans le sud, ils étaient surtout tournés vers l'extérieur. Nous, on est plus habitués à inviter les gens chez soi. C'était complètement un autre mode de vie, en fait. Et cette ouverture, justement, d'esprit et d'humilité, est-ce qu'elle t'apporte... je pense que la réponse est oui, mais est-ce que, du coup, c'est une force dans l'entrepreneuriat et dans tes projets, maintenant? Je pense que oui, puisque j'accompagne. Je pense que l'humilité est est clé, en fait, dans l'accompagnement. Et je pense que oui, ça sert. Mais même après, dans la vie de tous les jours, en fait. On n'est que nous. Enfin, on n'est pas plus ni moins qu'un autre. On est nous avec notre parcours et voilà, quoi.
Justement, pour parler un peu de... Tu as parlé d'accompagnement, on n'est pas rentré encore vraiment dans ton projet entrepreneurial et ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous détailler ce que tu fais maintenant et Oui, comment l'idée est née comment l'idée est née, ouais. Je dis déjà ce que je fais. Donc en fait, j'accompagne principalement les femmes, mais pas que, à reprendre leur vie en main, en fait, à s'accorder un nouveau souffle pour permettre à leur confiance de briller. Et je le réalise par des programmes d'introspection par la méditation, mais aussi le travail énergétique pour nous rééquilibrer. Et ça passe parce qu'on est surtout dans le mental, mais on a 3 centres, hein. On a notre cerveau, notre cœur et notre corps. Enfin, le corps, ce serait les intestins, non? Enfin, en imaginant les neurones, il y en a un peu partout, donc ce seraient les neurones du corps, du cœur et du mental. Et si on revient au corps, on revient aux émotions, on habite notre corps en fait, déjà la peur va diminuer, on va sentir avec le droit d'occuper un espace dans le monde, parce qu'on a toutes et tous le droit d'occuper un espace, même si parfois on a pu nous faire croire que non. Et voilà, donc en fait c'est un accompagnement plus de retour au moment présent, à soi, dans son corps et ses émotions, apprendre à se connaître pour avancer. Et du coup, comment cette idée elle est née justement Voilà. de vouloir... Eh bien, parce qu'en fait, c'est mon propre parcours. J'ai l'impression que dans ces domaines qui tournent autour du bien-être ou ces profils entrepreneuriaux, ils viennent toujours d'un problème intérieur qu'ils ont souhaité régler pour ensuite le généraliser entre guillemets au monde et aider les gens à eux aussi régler ce problème. C'est un peu ça, en fait. Parce que c'est vrai que j'étais donc une période pas bien. Et d'avoir retrouvé... Enfin, je ne vais pas dire le goût de vivre, c'est pas ça, mais avoir repris... avoir de nouveau du sens dans ma vie. Et voir avec tous ces outils et la méditation comment ça m'a permis en fait d'avancer, de reprendre cette confiance. En fait, j'en parlais à tout le monde tout le temps. Donc et même à mon travail, parce que à la fin j'étais chef de service à la bibliothèque, mais j'utilisais encore ce genre de technique pour mener un management bienveillant avec mes collègues. Et j'étais toujours en fait dans le développement personnel et le bien-être, même là-bas. Donc forcément, en arrivant ici, je me dis bah oui, en fait, voilà, enfin c'est devant mes yeux. Du coup, tu étais déjà entrepreneur avant même de revenir ici au sein de ta bibliothèque espagnole. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et ce management bienveillant, justement, comme tu l'as cité, est-ce que ça fonctionnait mieux que les méthodes que vous aviez avant ou qui étaient mises en place, ou c'était une manière différente de voir le monde, entre guillemets? Oui, oui, ça s'est bien passé. Enfin, c'était une petite équipe, hein. J'avais 7 collègues avec moi. Et en fait, ils ont apprécié. Enfin, c'était aussi pendant la période du Covid, donc on faisait des cercles de gratitude, des cercles de bonheur quand on retournait, parce qu'on était à la bibliothèque, même si on était ouvert, même si les étudiants ne venaient pas. Donc il fallait prendre rendez-vous, mais nous, on était le personnel, on était présent, il n'y avait pas de télétravail. Et donc là, c'était surtout de la gestion d'émotions pendant cette période de crise. Et comme ça n'avait rien à voir avec ce qui se faisait, en fait, mes collègues ont adhéré, on va dire. Et après, j'ai essayé de continuer dans cette dynamique le temps de rentrer ici, en fait. Ok, et du coup, les outils dont tu as parlé justement pour ces méthodes, il y en a plusieurs, j'ai cru comprendre. C'est lesquels principalement que tu utilises et que j'ai l'impression que tu utilises aussi dans ton projet entrepreneurial. Ouais. Donc en fait, les méthodes que j'utilise pour l'accompagnement, c'est principalement de la méditation, du Reiki, comme chemin de développement personnel. Mais après, il y a aussi pas mal de petits exercices de réflexion, d'introspection. J'utilise aussi l'énéagramme. Je le présente aussi aux personnes pour qu'ils sachent se reconnaître. Je ne sais pas si tu connais l'énéagramme. J'ai déjà entendu parler justement, mais je veux bien que tu m'en reparles pour m'expliquer rapidement et pour ceux qui nous écoutent aussi, si c'est possible. En fait, il y a 9 types de personnalités. Donc, il y a les 2, 3, 4, c'est les types émotionnels. 3, 4, 5, 6, 7, le type mental. 8, 9 et 1, le type... je trouve plus mon mot. Instinctif. Et en fait, on a tous ces chiffres en nous, mais en fait, on en a plus un qui domine. Et ça va expliquer un peu notre façon de nous comporter, notre façon de parler, notre façon d'être, en fait. Et une fois ça a été aussi une révélation, parce que voir ça,
ça permet de comprendre parfois la personne en face, pourquoi elle s'énerve sur certaines choses que toi, tu considères que... Enfin, tu comprends pas pourquoi. Mais après, quand tu vois quel énéatype, ces numéros s'appellent des énéatypes, bah, tu comprends mieux comment elle réagit. Donc, au travail, à la bibliothèque, je savais que j'avais un collègue qui était numéro 1, donc c'est le perfectionniste. Donc, il fallait que je m'exprime avec lui d'une certaine façon, parce que sinon, il allait forcément mal le prendre. Et donc, du coup, il y a la colère qui remonte. Donc, non, parce que le but, c'est pas de dire « t'as mal fait ». Non, c'est pas ça. Là, il faudrait vérifier ou réarranger. Mais du coup, c'était un travail pour moi de voir comment lui dire pour pas qu'il le prenne du mauvais côté, parce qu'il était justement perfectionniste. Je sais pas si je m'explique. Oui, c'est... J'ai compris. Du coup, c'est une sorte de test de personnalité qui aide à la compréhension personnelle et des autres pour mieux communiquer en soi, en société. Oui, ou mieux se connaître soi déjà. Mais c'est vrai qu'après, moi, je l'appliquais au travail. Et du coup, est-ce que tu as déjà fait des liens ou tu t'es déjà renseigné sur d'autres méthodes justement d'introspection ou de communication comme les systèmes RE ou les dispositifs DISC ou les choses comme ça par rapport à ça pour avoir d'autres approches ou d'autres visions Oui, j'avais entendu parler du disque, c'était les couleurs, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Mais après, j'ai pas plus approfondi que ça. Ok. Et du coup, tu as parlé aussi du Reiki, oui. Je crois. C'est un terme que j'ai déjà entendu quelques fois revenir. Est-ce que tu peux me définir et nous définir ce que c'est exactement et comment toi tu l'utilises? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais une certaine manière de l'utiliser un peu différente. Un peu différente. En fait, le Reiki a été inventé au Japon en 1922 et c'est une technique de guérison naturelle, on va dire. Mais moi, j'aime pas employer ce mot parce que pour moi, c'est vraiment du développement personnel. Parce que c'est basé sur la respiration, le calme mental émotionnel et la méditation. Et en fait, c'est tout un chemin. Comme je parlais des 3 centres tout à l'heure, et donc en énergétique, il y a les 3 tantièmes, l'inférieur, l'intermédiaire et le supérieur, qui correspondent à peu près au même. Et en fait, on fait un travail sur soi en Reiki, de nettoyage, j'ai envie de dire, de compréhension. Et ça passe par le corps, les émotions et le mental. Et oui, il y a on peut faire des séances individuelles pour faire améliorer la personne, on va dire pour améliorer sa santé, mais moi, je l'utilise plus comme technique pour gestion d'émotions, en fait. C'est plus un travail, du coup... un travail sur soi. Un travail sur soi, un outil qu'on utilise sur soi et pas quelqu'un qui l'utilise sur nous pour nous aider à nous soigner, comme par exemple avec des ostéos ou des kinés qui font de la manipulation externe. Ça se fait aussi. Okay. Enfin, je le fais aussi, mais je préfère que la personne soit autonome. Donc, en fait, elle peut venir me voir 3-4 fois, mais après, l'intérêt, c'est qu'elle apprenne, elle, la méthode, pour après être autonome dans sa cohérence, en fait. Dans son alignement, dans son cheminement. Et du coup, la manière dont tu utilises plus comme un chemin de développement personnel, ce que tu disais, c'est pour ça que ça rejoint aussi un peu avec la méditation, parce que la méditation est un chemin de développement personnel. Voilà, oui. Ok. Et merci pour ces précisions sur le Reiki, justement. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu souvent en parler, justement... À chaque fois, les gens m'en parlaient en mal ou en bien, mais comme quoi c'était de la magie, ouais, mais non. entre guillemets. Mais du coup, merci pour l'éclaircissement. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je suis adhérente de la Fédération européenne de Reiki professionnel, qui est basée en Espagne, mais on est présent un peu partout dans le monde. Parce qu'il y a quand même une structure et un suivi, c'est quand même des formations longues. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de formations Reiki en une journée. C'est possible, certes, mais pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qu'on veut derrière ça ? Moi, j'offre des formations, mais sur 5 semaines, parce que j'accompagne la personne, justement, dans son évolution et son cheminement pour qu'elle acquiert les techniques. C'est pas juste pour avoir un diplôme, là, ça y est. Non, c'est l'expérience qui va faire. C'est le cheminement qui est beau. C'est ça, c'est le parcours. Et du coup, cette fédération, elle forme des personnes à la pratique, oui. Et en même temps, elle délivre un certificat pour approuver le... Voilà, oui, c'est ça. Ok, et donc toi, ça fait combien de temps que tu as fait cette formation ? Alors, j'ai commencé, j'en ai fait 2. J'en ai fait une quand j'étais sur Grenade, mais c'est pareil, c'était des formations longues. J'ai commencé en 2016. J'ai fait en 2018 avec la fédération. C'était donc parce qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, j'avais fait jusqu'à Okuden. Et j'ai refait la maîtrise avec cette fédération en 2021.
Et les niveaux, ils correspondent à quoi Parce qu'en fait, le premier niveau Shoden, c'est pour pouvoir s'occuper de toi et de ta famille. Tu peux faire des séances sur les personnes. Niveau Okuden, là, tu peux faire à l'extérieur, enfin, j'ai envie de dire sur des personnes qui ne sont pas de ta famille. Et en fait, Shimpiden, c'est être maître Reiki. Mais pas dans l'idée, j'ai un diplôme, je suis maître Reiki. Non, maître Reiki, c'est que tu as déjà parcouru le chemin, tu t'es travaillé toi, tu as regardé tes parts d'ombre pour avancer. Et donc maintenant, tu peux accompagner les personnes dans leur cheminement, en fait. Parce que tu as déjà fait le chemin, en fait. Ok, tu disais que ça venait du Japon à la base, du coup, c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'on retrouve vraiment un peu ce schéma asiatique comme on retrouve dans dans des sports de combat ou différentes philosophies avec certains grades, entre guillemets, et le grade final qui est plus un niveau de sagesse que de... C'est tout à fait ça. Ok. Parce qu'aussi, n'était pas ça... Enfin, c'était à l'époque où il y avait quand même les samouraïs et le... Enfin, disons que le Reiki qu'on pratique aussi à la fédération se base sur le Bushido qui est en relation avec aussi ce travail des samouraïs. En fait. Ok, le Bushido qui est la voie du samouraï, je crois, à la base. Si je dis pas de bêtises, si je dis des bêtises, vous nous le direz dans les commentaires. Mais ok, et du coup, tous ces outils-là, tu les mets au service, justement, ce que tu disais, pour aider les gens, principalement les femmes, mais pas que, à reprendre confiance en elles et leur vie en main. Et comment ça s'explique et comment tu parviens à ça, justement, avec ces outils parce qu'en fait, je pars du principe. Disons que quand on a une grosse perte de confiance en soi, c'est qu'à un moment donné, on s'est complètement oublié. Et du coup, l'estime est tombée et on se sent moins que rien. Donc en fait, il faut déjà qu'elles se rendent compte qu'elles ont besoin d'un accompagnement. Et quand il y a le déclic, elles viennent. Et en fait, au début, c'est c'est pas un entretien, mais c'est un échange pour un peu comprendre leur parcours. Et là, il y a déjà une première séance énergétique, on va dire, pour voir un peu leurs chakras, voir comment elles sont énergétiquement parlant. Et après, c'est tout un programme pour retravailler justement... ça suit les chakras, parce que chaque chakra a un droit. Le premier étant le droit d'occuper une place et d'exister. Et ça passe par des questionnements, de la théorie quand même, pour comprendre certaines choses, des méditations qui peuvent être guidées ou pas, ou en mouvement, pour redonner la place au corps aussi, libérer certaines émotions. Et voilà, en gros. Ok, parce que du coup, lors du petit échange qu'on avait fait, justement, tu m'as dit que cette pratique aussi, c'était surtout pour aider les femmes atteintes de violences physiques, si je ne me trompe pas. Et psychologique, oui. Et psychologique. Et du coup, justement, est-ce que tu as des retours d'expérience là-dessus ou est-ce que tu as aidé beaucoup de gens parce que je pense que c'est un sujet qui est pas assez... pas qui est tabou, mais qui n'est pas assez mis en avant, justement, et qui mérite d'avoir un peu de lumière dessus pour mieux comprendre comment ça se passe et comment on peut aider ces personnes, donc avec tes services ou ceux d'autres personnes ou d'autres manières. Mais pour le moment, en fait, c'est difficile de communiquer avec elles, parce que la majorité ne se rendent pas compte qu'elles sont victimes d'emprise, en fait. Et jusqu'à présent, ça fait que 6 mois que j'ai ouvert l'entreprise. J'ai plus fait des séances générales, on va dire, à des personnes qui venaient parce qu'elles avaient un besoin, mais pas forcément des femmes sous emprise. Une, oui, mais bon, ça va mieux. Mais bon, après, c'est vrai que c'est un suivi et il faut du temps et c'est pas forcément évident tout ce suivi. Donc là, je cherche la façon de communiquer pour arriver à les je trouve pas le mot que je veux dire, pas les joindre, mais les toucher, en fait, pour qu'elles sachent que je suis là. Sans qu'elles se sentent stigmatisées non plus, c'est ça qui est délicat. Parce que quand j'en parle, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah, je vais donner ta carte, mais c'est pas pour elles, c'est pour leur sœur, c'est pour leur copine, c'est pour la voisine. » Mais après, elles ont du mal de venir. Donc c'est un problème. Ouais, c'est ce que j'allais dire, du coup, c'est ça, c'est ton idéal à terme, c'est justement de réussir à communiquer avec ces personnes pour les aider et qu'elles fassent le pas d'elles-mêmes de venir vers toi tout en... En fait, le but, c'est de réussir à avoir une présence pour qu'elles sachent que tu existes et que c'est ça, en fait, que l'action vienne d'elles et pas de toi qui leur disent « venez me voir ». Sinon, c'est pas que ça marchera pas, mais c'est comme tout. Hein. C'est comme aller chez le psychologue, il faut que ça vienne de nous.
Sinon, C'est ce que dit Jordan Peterson dans son livre 12 règles pour une vie. Je ne sais pas si tu l'as lu, non. mais il y a un chapitre où il cite un psychologue justement qui disait que tout changement chez une personne, il ne peut pas provenir d'un acte extérieur, il doit venir de la personne en elle-même avant même d'utiliser des outils ou externes ou non. Mais l'envie de changement doit venir de la personne et de son propre intérieur plutôt que de l'extérieur. Oui, c'est comme un œuf. Si le poussin sort, décide, il naît. Mais si on casse l'œuf de l'extérieur, le poussin n'est pas là. Enfin, c'est pas dit comme ça. Jodorowsky le dit d'une meilleure façon. Mais donc, c'est la même idée en fait. Il faut que ça vienne de l'intérieur, sinon. J'avais jamais pensé à cette métaphore, mais elle est très intéressante et je vais la noter dans un coin de ma tête pour la réutiliser. Mais je pense qu'on a compris l'idée. Et du coup, aujourd'hui, ce que tu disais, ça fait 6 mois que tu es auto-entrepreneur. On a vu que c'était difficile de se lancer, mais pas tant que ça une fois qu'on l'a fait. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments de doute ou de remise en question que tu as eu sur ton parcours, même s'il est encore assez jeune, mais où tu as hésité sur certaines choses, où tu as eu besoin d'aide ou d'accompagnement, vu qu'on a cité le Créa Fabula. Et si oui, comment est-ce que tu les as surmontés et comment tu as réussi à avancer ? Justement, par rapport à ces femmes que je souhaite aider, comme j'ai vu que c'était difficile d'y accéder, à un moment, je me dis, en fait, ça sert à rien ce que je fais. Non, ça sert à rien, je vais changer. En fait, grosse crise personnelle. Mais pourquoi est-ce que je me suis lancée ? Et après, je dis, non, en fait, non, ça faisait peut-être 3 mois. Donc, qu'est-ce que c'est que 3 mois quand on démarre ? Rien. Donc, je dis, bon. Donc, en fait, j'ai ouvert un peu le prisme. Et comme je suis également aidante de ma mère, du coup, j'ai vu aussi le besoin des aidants à avoir des moments de répit. Donc, maintenant, ce que j'ai fait, c'est proposer aussi des moments de répit par les voyages sonores, parce que j'ai oublié de vous dire, mais je fais aussi des voyages sonores, pour se reconnecter à soi par la méditation. Et je continue de voir comment pouvoir parler à ces femmes sous emprise. En fait, j'essaye d'ouvrir, parce que j'étais à un moment bloquée, en fait. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, j'en avais reparlé à Christine Urbès, et en fait, c'est ça. Parce qu'on s'imagine quelque chose, la réalité ne va pas forcément être ça. Donc après, il faut savoir... gérer ça, gérer le changement. Et peut-être que c'est pas par là qu'il faut aller, mais il faut juste déplacer un petit peu le prisme sur la gauche. Et puis en fait, mais il y a plein de possibilités là auxquelles j'avais pas pensé, ou de choses que je n'avais pas vues. Ou des fois, il faut simplement le temps au temps. Donc en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça tout le temps. On ne sait pas. Le matin, on se lève, on pense que ça va se passer d'une façon, puis ça va se passer d'une autre, mais il faut savoir rebondir en fait. Et pas s'écrouler. Je pense la force et la faiblesse aussi du parcours entrepreneurial qui est que tous les jours est différent, mais tous les jours, il y a son lot de problèmes et son lot de solutions à trouver. Mais comme aucun jour n'est pareil, la difficulté, c'est de réussir à trouver des solutions soit différentes, soit qui ont déjà marché, à un nouveau problème récurrent. Et justement, c'est une vision qui est assez dure, je pense, à faire le changement. En plus, comme tu disais, tu as fait plusieurs années à travailler dans une bibliothèque en Espagne, passer du salariat à l'entrepreneuriat. Ouais, ça change. Est-ce que le changement, tu as réussi à le faire rapidement ? Est-ce que tu es encore en train de faire ce changement ? Est-ce que ça prend du temps ? Oui, non, je suis encore dans le changement. Des fois, je me dis, après, je vais attendre, il y aura une solution. Mais après, je me dis, mais non, si c'est pas moi qui l'apporte, personne ne va l'apporter. Ça dépend de moi. Et dans le salariat, on n'a pas cette démarche. Mais c'est encore petit à petit, tous les jours, je perçois des petits changements. Et je me dis, ah oui, c'est vrai. Ah non, c'est pas pareil. Faut changer, c'est pareil, c'est un cheminement. Il y a Christine Urbès, justement, vu que tu en as reparlé, qui avait dit quelque chose que je trouve très intéressant, qui disait que l'entrepreneuriat en lui-même est une forme de développement personnel, justement, et qu'on apprend tout au long du parcours. Et justement, est-ce que... Là, ce que tu viens de me dire, c'est cette vision où chaque jour, tu arrives à améliorer un peu plus. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu arrives aussi à retranscrire, ce développement personnel entrepreneurial dans tes projets et dans les personnes que tu aides ? Disons que je suis d'accord avec elle, parce que pour moi aussi, parce que j'aime bien la sécurité. Non, on est tous
Puis bon, j'étais dans le salariat, mais j'étais fonctionnaire en fait. Donc c'est vraiment l'idée de sécurité. Et là, on saute comme dans le vide. Mais je me dis, mais c'est pour mon propre développement personnel, c'était le choix à faire pour justement apprendre à vivre avec cette incertitude et à gérer les aléas. Mais non, je ne suis pas encore... Enfin, comme je suis encore dans le processus d'adaptation, on va dire. Mais oui, par la suite, peut-être que cette idée, je la transposerai sur mes accompagnements. Et du coup, aujourd'hui, vu que tu es encore au début du parcours, comme on disait, est-ce que tu fais face à d'autres difficultés que on n'a pas forcément après plusieurs années d'entrepreneuriat, vu que tu es encore en cours de transition entre ces deux profils? Oui, enfin, c'est les débuts administratifs, on reçoit les papiers des impôts. Au secours, Christine, qu'est-ce que je dois faire? Je comprends rien. Donc, oui, d'où l'intérêt d'être accompagnée, en fait, surtout au début. Mais pour le moment, oui, voilà, c'était plus dans les débuts, l'administratif, l'URSSAF, les paperasses, en fait. Les, les crises administratives, quand on reçoit les premiers papiers et les premières lettres Qu'est-ce que je dois recommandées. faire? Et donc, maintenant, vu que tout à l'heure, tu disais que tu avais aussi un autre souci qui est comment communiquer avec ces personnes, est-ce que tu as commencé de trouver des points d'entrée ou d'ancrage pour réussir à atteindre ta cible, entre guillemets, pour échanger avec elles ou leur faire prendre conscience que tu existes? Oui, parce qu'au début, je parlais plus femmes sous emprise, violence psychologique, mais ça fait peur, je pense. Donc maintenant, j'essaye plus de parler par rapport au ressenti. Vous vous êtes oublié, ou vous sentez que vous ne savez pas mettre de limites, ou vous n'osez pas dire non. J'essaie de voir Enfin, de parler par rapport au ressenti ou ce qu'elles peuvent, elles, ressentir, pour essayer de leur faire voir qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, je m'explique, non? Non, je comprends très bien, il n'y a pas de souci. Et du coup, en termes de réseaux sociaux, est-ce que tu as des stratégies ou certains outils que tu utilises plus que d'autres? Enfin, par quels réseaux sociaux tu utilises? J'utilise Facebook, Instagram, principalement. Ok. Et LinkedIn aussi. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de vidéos, c'est pour ces réseaux-là ou c'est pour ton site internet? Non, c'est pour le... J'ai YouTube aussi. Ok. Ce que je fais... je sais pas si on a dit, je suis harpiste aussi. On n'en a pas On parlé, n'en a pas mais parlé, on oui. peut On peut en parler en maintenant. parler un peu après. Et parce que ce que je fais aussi, c'est des improvisations à la harpe selon les émotions. Mon idée après, c'est faire ma propre musique pour des méditations guidées, mais bon, j'en suis pas encore là. Et j'utilise aussi l'harpe dans les voyages sonores. Donc en fait, YouTube, c'est vraiment cette partie plus musicale. Et vu que la chaîne était déjà ouverte, maintenant j'ajoute aussi, pas toutes, mais certaines vidéos que je fais pour Facebook ou Instagram, je les remets ensuite sur YouTube pour qu'elles restent là. Ok, donc YouTube, ça fait une sorte d'étagère de vidéos avec tous tes projets. Donc du coup, tu as dit que tu faisais de la harpe Oui. Et que tu l'intégrais un peu dans ton projet entrepreneurial, parce que tout à l'heure, tu parlais aussi de voyages sonores, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc les voyages sonores, c'est des moments musicaux et sonores avec des bols chantants tibétains, par exemple, la kalimba, des tambours chamaniques, un gong, et du coup, je prends aussi ma harpe. Donc ça dure 1 heure et demie. Les personnes sont couchées, elles viennent pour se détendre. Et en fait, chacune va faire son voyage. C'est comme un état méditatif, en fait. Et les sons vont aussi libérer ce qui doit être libéré, les blocages qui vont se débloquer. Et voilà. Ok, justement, parce que j'avais demandé qu'est-ce que tu entendais par voyage sonore, si c'était de la méditation guidée, comme on peut trouver sur certaines applications, ou si c'était vraiment de la bande-son pour accompagner un fond sur un événement ou un objectif ou une tâche précise. En fait, là, c'est vraiment du présentiel. Et en fait, chaque voyage organisé va être différent parce que c'est que de l'improvisation, en fait. D'accord. Pendant 1 heure. Mais par la suite, j'aimerais certaines des mélodies que je crée, les réutiliser ensuite pour des méditations guidées. Mais ça, c'est dans un futur. Ok, justement, j'allais demander ces enregistrements, ces voyages sonores, si tu les enregistrais certains pour les mettre sur YouTube, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui font ça. Et moi, je sais que quand je travaille sur YouTube, j'ai une playlist avec des chaînes qui mettent justement ce genre de son de bruit tibétain ou de bruit de pluie ou d'événements pour travailler, et ça aide à se concentrer. J'en ai déjà enregistré, mais c'est vrai que comme je n'ai pas de super matériel, je le fais avec le téléphone.
Et les bols, ça rend pas super bien avec le matériel que j'ai actuellement. Mais par contre, la harpe, oui. Donc, si j'enregistre, après, je prends juste la partie de harpe et je la mets sur YouTube. Ok, parce que du coup, tu fais de la harpe, mais tu fais aussi les bols tibétains Oui, et tu ouais. as d'autres instruments à côté? Donc, les bols, les karyon-koshi, kalimba, le gong, le tambour océanique, tambour chamanique. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ça commence à faire beaucoup, il faut Ça fait avoir beaucoup beaucoup. de mains pour pouvoir tout jouer en Après même l'un, temps. après l'autre. Et du coup, la harpe, vu que t'en parlais, la harpe, c'est un instrument que tu as commencé il y a longtemps ou... Oui, j'avais 9 ans. Ok. J'étais toute petite. Et bon, du coup, j'allais dire comment tu as commencé, mais je pense qu'à cet âge-là, c'est surtout avec les parents et l'environnement. Mais non, mais en fait, je sais pas, ma mère avait un piano, donc elle nous avait inscrits à l'école de musique en piano, et je suis arrivée un jour en disant je veux faire de la harpe, mais je ne sais pas d'où ça me vient en fait. Je ne me souviens pas. Donc ma mère m'a regardée étonnée. Puis du coup, bah, il y avait qu'au conservatoire à Nancy. Bon, bah, au conservatoire à Nancy. Peut-être avec une BD d'Astérix et Obélix. Après, je me suis dit peut-être les Aristochats. Parce Peut-être. que ouais, je sais pas. Mais, et du coup, la harpe, tu l'utilises dans tes projets, mais est-ce que ça reste un hobby et un passe-temps que tu fais seulement pour toi ou tu l'utilises aussi pour certains événements ou de l'accompagnement de mariage ou de choses Je fais de l'accompagnement pour les mariages, effectivement. Et bah, c'est aussi un hobby. Mais sur Saint-Dié, je vais participer avec l'orchestre symphonique aussi pour des petits concerts prochainement. Ok, et du coup, l'orchestre symphonique, est-ce que ça prend beaucoup de temps encore Bah, à en fait, j'ai côté? pas encore commencé. Il m'a envoyé les partitions il y a 2-3 jours. Donc, ça Ok. va prendre du temps, mais bon, Et, ça, c'est agréable. Enfin, du coup, ça, c'est la partie plus hobby. Mais parce qu'il y a quand même un partage dans la musique et, euh, et on fait de belles rencontres et c'est enrichissant, en fait. Donc, ok. ça vaut le coup. Et du coup, là, tu vas rentrer dans un orchestre, mais tu as déjà travaillé dans des orchestres avant, justement Oui, ou... quand j'étais au conservatoire. Ok, Après, quand j'étais en Espagne, je faisais des... Mais c'était des petits spectacles, donc avec une amie qui fait de la peinture shodo. C'est japonais, c'est un peu comme le sumie. Enfin, c'est comme de la calligraphie, mais avec des gros pinceaux par terre. Et avec un poète. Donc, on faisait le spectacle musique, poésie et peinture. ok. Et voilà. Donc, du coup, ça faisait déjà une sorte de projet entrepreneurial en soi, vu Déjà, qu'il y avait un mélange de de, plusieurs arts. de plusieurs arts. Et... ok, et donc là, tu es en orchestre, mais tu as dit que tu faisais aussi du mariage à côté Oui, ou... oui, voilà. Oui, l'orchestre, ça va démarrer maintenant. Et les mariages, oui, enfin, si les mariés souhaitent, je propose mes services pour la cérémonie. Ok, et du coup, pour rester un peu dans l'univers musical, est-ce que tu as dit que c'est quelque chose que tu voulais implémenter un peu plus après par la suite sur ton projet entrepreneurial, mais est-ce que c'est déjà quelque chose que tu fais beaucoup justement ou c'est juste de temps en temps avec certaines personnes Les voyages sonores, là, c'est lancé dans le projet entrepreneurial. J'en fais un par mois, à peu près. Et par contre, quand on reparlait, enfin, pour faire lien avec ce qu'on disait avec l'échec, le fait d'improviser, j'ai eu du mal de me lancer. Parce que c'est pareil, j'étais très dans la tête, oui, mais je n'ai pas fait de composition, il faut que je fasse ça, je fasse ça. Donc c'était un lâcher-prise complet. Donc c'était un travail sur moi. Et les premières... parce qu'en fait, ce que je fais, c'est des photos de la nature, puis j'en mets ma musique au-dessus, donc mes petites vidéos, les télécharger sur YouTube, c'était un autre grand pas, parce qu'il y avait vraiment la peur de oh, on va me critiquer, qu'est-ce que ça va me dire que c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils vont penser, enfin tout ça. Donc tant que j'ai pas eu 2-3 amis qui m'ont dit si c'est bien, vas-y. Voilà, mais après c'est comme à chaque fois passer le pas. Puis Ouais. maintenant je sais qu'il y en a qui peuvent aimer, il y en a qui peuvent ne pas aimer, et c'est bien, peu importe, parce que je ne fais. Mon idée c'est de le faire pour le partager. Après on peut pas plaire à tout le monde non plus, donc faut lâcher prise sur les résultats. En parlant de passer le pas, j'avais noté une question que je voulais te poser. Sur ton site internet, justement, tu parles un peu de ton parcours où tu racontes que tu as eu une période de peur qu'on a cité un peu avant, beaucoup d'anxiété, d'insomnie et de soucis dans, dans le même style. Mais c'est les raisons qui t'ont poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'aimerais comprendre pourquoi, parce qu'en général, quand on pense entrepreneuriat, ça rajoute des Des peurs, ça peurs. rajoute des soucis, des insomnies. Ce que Christine Urbès nous a dit l'autre jour, elle fait
des insomnies avec son projet entrepreneurial. Donc pourquoi cette dit, cette voie, ça va potentiellement être la meilleure, voire la bonne pour moi? Parce que ça me fait sortir de ma zone de confort et me dépasser, en fait. Je sais que ça va pas être forcément facile, mais j'ai envie d'essayer, en fait. Puis on verra. Ok, et du coup, c'est une sorte d'accommodation à cette peur et cette anxiété qui permet de soit la réduire, soit de diminuer le volume pour s'y habituer et l'avoir plus en bruit de fond qu'en voix présente. Oui, c'est un dans peu le- ça, oui. Ok, Lui dire, ok, je t'entends, je t'ai vu, qu'est-ce que tu veux me dire? Ouais, mais moi, j'y vais quand même. Parce que après, j'essaie d'écouter mon cœur et pas ma peur. je, je comprends. Je pense, le dilemme à chaque fois de toute personne qui veut s'entreprendre, pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais de est-ce que j'écoute la peur ou est-ce que j'écoute mon cœur et quel est le sens que je veux donner à tout ça. Et je pense que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la peur, c'est peut-être l'une des meilleures boussoles pour savoir ce qu'on veut faire, parce que si on fait quelque chose qui nous fait pas peur, c'est que soit on sort pas de sa zone de confort, soit on suit ce que les autres ont tracé pour nous. Ouais, c'est vrai. De- du coup, j'ai une question pour transitionner un peu de partie. Après, j'ai quelques autres petites questions par rapport à plus développement personnel et tout ça. J'en ai une que j'ai notée et je voulais savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose et si oui, qu'est-ce qui te rend heureuse? Oh la question. C'est une question dure. Je peux meubler un peu le temps que tu Ouais. réfléchisses si tu veux. Mais c'est une question que je trouve importante, qu'on soit dans un défi sportif, dans un projet entrepreneurial ou dans sa vie perso, parce que ça regroupe un peu tout et s'il y a au moins enfin, si on n'a rien qui nous rend heureux, c'est peut-être qu'on passe à côté de quelque chose et que du coup, on n'a pas réussi à donner le bon sens à la crise qu'on a Qu'on fait. a fait. Bah, ce qui me rend heureuse, en fait, c'est quand je fais quelque chose, je suis heureuse de le faire. Quoi, oui. Enfin, je tourne en rond là, mais aider les autres, en fait. Et approfondir dans la connaissance de soi, sortir, respirer, même simplement des fois, ou aller se promener, et puis être là, quoi, le moment présent complet, là, et sentir l'air des Vosges, la montagne, Les choses simples. les choses simples de la vie, en fait. Les choses simples et qu'on retrouve beaucoup dans les philosophies un peu Ouais. bouddhistes ou asiatiques. C'est hyper intéressant. J'ai une question pour toi qui vient pas de moi. Mhm. À chaque épisode, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, l'invité marque un mot et une question pour l'invité prochain. L'idée, c'est d'avoir une question en général sans avoir d'ar- de préconçu sur la personne parce qu'on ne sait pas qui répondra à sa question après et on ne sait pas non plus qui l'a posée avant, à part Oui, si on a écouté les épisodes précédents. Et donc, la question qu'on t'a posée, c'est est-ce que tu retournerais dans le salariat, pardon. là, maintenant, tout de suite, non, pas pour le moment. Et Faudrait que je m'en sorte pas ou qu'il y ait vraiment une grosse crise ou quelque chose qui fasse que il faut que j'y retourne. Mais non, non, il faut que... Non, j'ai pas encore assez parcouru de chemin et pour le moment, non, je reste où je suis. Et si si tu es amené à y retourner dans un futur proche, du coup, est-ce que ce serait, pour rebondir sur ce qu'on disait au début, une sorte d'aveu d'échec par rapport à ton parcours entrepreneurial ou plus un moyen de reculer pour mieux repartir par la suite? Non, ce serait un changement. Enfin, ce serait pas un échec. Non, je pense pas que je le prendrais comme un échec. Non, je le prendrais plus comme le prisme, comme je disais tout à l'heure, qui a rebougé. Bon, hop, maintenant c'est par là. Et un changement de voie, Mm. suivre son instinct. Et j'ai noté, parce qu'on a beaucoup échangé, et j'ai une question que je me pose et que je t'ai déjà posée en amont d'enregistrer l'épisode, c'était savoir s'il y a une citation ou une phrase qui t'inspire à entreprendre, à faire ses projets, à avancer. C'est une phrase que j'ai mise sur la page d'accueil de mon site. C'est les portes du changement ne peuvent s'ouvrir que de l'intérieur et chacun en détient la clé, de Jacques Salomé. Je trouve que c'est très parlant et ça m'inspire pour avancer en fait. C'est, je trouve la phrase
inspirante et en même temps, ça décrit justement ce qu'on disait tout à l'heure où le changement, il peut pas venir d'autrui et d'extérieur. Enfin, il peut aider, mais la raison principale, elle doit être personnelle. Ouais. Et donc, je trouve que ça boucle bien sur ce qu'on a dit par rapport au parcours, à ton parcours avant. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé avoir et que tu n'as jamais eu, alors que ça soit dans ton parcours en Espagne, dans la musique, dans ton début de parcours entrepreneurial, ou peut-être même quand tu étais enfant ou dans un domaine personnel, peu importe, mais un truc qu'aujourd'hui tu te dis j'aurais bien aimé avoir cette clé à tel moment de ma vie. Bah oui, il y en a une qui résume, c'est écoute ton corps. Parce que le corps, c'est avant la tête. Et il nous prévient. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre de Lise Bourbeau, mais c'est pas fait exprès. Et ben, je mettrai le livre aussi dans la description si jamais je sais pas de quoi enfin, je pense savoir de quoi il parle, mais ce livre ne me dit rien, donc peut-être que ça peut faire une bonne découverte pour ceux qui nous écoutent et pour moi-même. Il y a une question que je trouve sympa, t'es pas obligé d'y répondre, enfin, à premièrement oui, mais à la seconde non. C'est quelle est la question que tu détestes le plus qu'on te pose? Alors cette question, t'es pas obligé d'y répondre après par la suite, mais j'aime bien la mettre en avant parce que, surtout dans le milieu entrepreneurial, déjà on voit pas beaucoup de femmes, donc je pense qu'il y a des raisons qui s'expliquent de par l'histoire et la culture de chaque pays, mais des fois ces questions elles permettent aussi de comprendre qu'il y a certaines choses, pas qui se posent pas, mais qui sont mal amenées ou quand, avec les 2 épisodes précédents, justement, les questions tournaient souvent autour de l'argent et de l'entrepreneuriat, où les gens pensent que les entrepreneurs gagnent bien leur vie. Les entrepreneurs, c'est une vie facile. Justement, ça permet de se rendre compte que des fois, il y a des questions qu'on pose de façon bête, entre guillemets, parce que tout le monde la pose et qu'en fait, elle est mal amenée ou que, oui, elle est trop datée ou qu'elle est plus d'actualité, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça que je te la pose aujourd'hui. Oui, genre de question, genre, mais t'es sûr que ça va marcher? Ce serait celle-ci pour toi? Ah oui, ça m'énerve. Alors, t'es pas obligé d'y répondre. Pourquoi? Bah parce que, en fait, ça déstabilise. C'est pour ça qu'il faut être vachement ancré et sûr de soi. Et tant qu'on l'a dans la tête, on se tait. Et en fait, mieux vaut se taire et passer à l'action et après, on dévoile. Parce que si on a un petit doute, toutes ces questions ou ces personnes autour peuvent nous déstabiliser et finalement, on n'y va pas. On en revient à la métaphore de l'œuf où il vaut mieux laisser le succès faire le bruit que Voilà. d'en parler en amont. Et du coup, à l'inverse, c'est quoi la question que tu aurais aimé qu'on te pose, enfin que je t'ai pas posée aujourd'hui, que tu aurais aimé que je te pose ou que tu aurais aimé qu'on te demande dans ton parcours pour t'aider ou t'aiguiller? Bah là, j'ai rien qui me vient. Mince. C'est des questions qui sont pas, enfin qui sont préparées, mais que je donne pas à l'invité pour ceux qui nous écoutent, pour justement avoir ce moment de réflexion et avoir des réponses authentiques. Donc ouais. c'est parfois dur d'y répondre sur le coup. Sur le coup, mais la question que j'aurais aimé qu'on me pose. S'il y en a pas, peut-être qu'on te les a déjà toutes posées. Bah oui, je pense. Mais c'est pas vraiment une question, en fait, c'est plus des gens que j'ai rencontrés et on m'a dit ça. Tu le sens? Vas-y, fonce. C'est pas une question, c'est plus une phrase. Ouais. Ça recoupe un peu ce que tu disais avant. Ouais. T'en es sûr? T'en es sûr, mais du coup, c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens où on met beaucoup d'espoir en toi sur ton projet alors que t'es encore à l'état d'idéation. Ouais. Je comprends ce que c'est parce que justement, moi, quand j'ai fait l'expédition en Espagne, quand j'ai commencé, j'ai dû commencer à communiquer dessus parce que c'est un sacré budget, donc pour trouver des sponsors. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, vas-y, fais-le. Et en fait, ça m'a mis plus une pression de me dire ouais, mais si j'arrive pas à être à la hauteur de ce que les gens pensent, et il y en a, ils avaient des attentes énormes parce que ils sont déjà sportifs ou ils ont déjà fait des documentaires. Et donc, je vois exactement ce que tu veux dire, où des fois, mettre trop d'attentes sur les projets ou sur les gens, ça peut aussi déstabiliser autant que est-ce que tu es sûr que ça va vraiment marcher? Ouais. Pour finir, est-ce que tu as des recommandations à nous faire pour ceux qui écoutent et pour moi si je les connais pas? Alors, ça peut être un livre, un film, une musique, peu importe, pour nous aiguiller, soit approfondir les sujets qu'on a vus aujourd'hui, soit des œuvres que tu as envie que les gens découvrent qui t'ont... partagé. Donc, si les personnes veulent approfondir sur l'emprise, il y a le livre Femmes sous emprise de Marie-France Irigoyen. Ok, je mettrai le lien en description de façon pour que ça soit plus simple à retrouver pour ceux qui nous écoutent.
Et il y a un film qui est justement en relation avec... ça s'appelle... le film, c'est Antise, et c'est par rapport au gaslighting. En fait, Ok. attends, je l'ai noté parce que... Parce qu'en fait, c'est une technique de manipulation pour gagner du pouvoir sur l'autre personne. Et en fait, cette technique de manipulation se nomme ainsi parce que le film en anglais s'appelle Gaslight. Mais en français, c'est Antise. Avec Ingrid Bergman, c'est de 1944. Mais c'est intéressant de voir comment une femme pense qu'elle commence à perdre complètement la tête alors que c'est une manipulation de son mari. J'en dis pas plus. C'est un Pas de C'est un souci, je film mettrai. intéressant. J'essaierai de trouver un lien ou de mettre une référence pour que les gens puissent Avec retrouver accéder. plus facilement. Et je pense que même si on n'est pas forcément une femme, les hommes aussi Oui, peuvent oui, être aussi, c'est des intéressés par... techniques c'est intéressant de les connaître pour éviter de tomber dedans. Mais sinon, pour être un peu plus positif, il y a un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Le Guerrier Pacifique. Ok. Ça reprend, je trouve, beaucoup de développement personnel, d'instant présent, sur un film qui dure 2 heures. Je trouve qu'il y a énormément de choses dedans. C'est un Bon, film c'est un- de quand à peu près? Bon, je dirais les années 90, Ok. 2000, par là. Ok, bah, je noterai ces 3 Voilà. références en description de l'épisode. Et pareil pour tes réseaux, pour ceux qui veulent te suivre ou faire un accompagnement avec toi ou découvrir plus ce que tu fais. Merci beaucoup pour ton temps et cet échange. J'ai une dernière question qui est moins liée à ton parcours, mais c'est pour toi, avec ton avis, est-ce que pour toi c'est un épisode réussi? Bah oui, je pense, oui. On a bien parlé, on a bien échangé. Et bah, je suis très content de Mm. ce retour et de voir que l'exercice t'a plu. Donc, on se retrouvera bientôt et à une prochaine. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager. Ça permet de donner de la visibilité aux invités et au podcast. À bientôt.